Binge Audio. Les couilles sur la table, épisode spécial, fête de fin d'année. Salut chers auditeuristes. Après toutes ces heures passées à faire du yoga, de la méditation et à lire sur la non-violence, j'aimerais pouvoir me sentir un peu plus sereine, calme et détachée quand je dois discuter de certains sujets sensibles. Parce que je dois bien reconnaître que la patience et la tempérance ne font pas partie de mes qualités, que je me fais souvent dépasser par mes propres émotions. En général, il faut que je commence à hurler pour que je me rende compte qu'en fait, je suis en colère. Pour tout vous dire, je me suis disputée avec tellement de monde dans ma vie que j'ai même commencé à faire un DU en gestion et résolution des conflits. C'est pas très concluant pour l'instant, je me suis déjà embrouillée avec la moitié de la promo. En plus, dès que l'hiver arrive, je me sens comme un vieux polochon. J'ai le cœur tout au fond de la rivière, je chouine, je me plains comme quoi la vie n'a aucun sens, blablabla. Autant dire que les fêtes de fin d'année sont une période pas vraiment heureuse pour moi. J'espère que ça n'est pas votre cas, chers auditeurs, et que vous vous apprêtez à manger des choses délicieuses en bonne compagnie, dans un climat serein et joyeux. Mais si jamais, j'ai pensé qu'il vous serait peut-être réconfortant et utile d'avoir un épisode pour tenter de passer ces fêtes sans émotions trop pénibles. Comment esquiver, par exemple, les embrouilles les plus fréquentes? Que répondre quand on entend des arguments qui nous retournent le ventre? De quoi parler avec des gens éventuellement racistes, misogynes, transphobes qui peuvent parfois partager une grande partie de notre patrimoine génétique. Et enfin, on vous conseillera de bonnes choses à regarder et à lire. Pour cela, j'ai invité 3 personnes que j'aime et que j'admire pour leur intelligence, leur humour, leur sens de la diplomatie, leur calme et leur lucidité. Enfin, leur calme et leur sens de la diplomatie, ça dépend des contextes. Talma Desta, bonjour. Salut Victoire. Naomi Titi, salut. Salut Victoire. Vincent Hédan, salut. Salut Victoire. Bonjour et merci d'être là. Avant que je ne vous présente dans les règles de l'art, est-ce que vous pouvez juste dire aux auditeuristes, en une phrase ou quelques-unes, comment vous comptez passer ces fêtes de fin d'année et qu'est-ce que ça vous inspire comme émotion? Tal. Je commence. Alors moi, je compte ne pas les passer avec ma famille, Voilà. ce que je fais depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et personnellement, c'est une solution qui m'apparaît la plus enviable pour éviter les disputes. Ne pas s'y confronter du tout. Ne pas passer les fêtes de famille en famille. Exactement. Très bien. Nao Naomi Titi. Moi, de mon côté, vu que je suis métisse, j'ai une famille noire et une famille blanche. Et j'ai la chance d'avoir une plutôt bonne ambiance aux fêtes de famille des deux côtés. Du coup, je passe cette année Noël avec ma famille en Alsace. Donc, je me réjouis beaucoup, même s'il n'y a plus de neige depuis quelques années. Donc, c'est un peu moins marrant. Mais vraiment, l'Alsace, c'est l'endroit parfait pour passer Noël dans les règles de l'art. Donc, je me réjouis. Ok. Et toi, Vincent Hédan? J'ai une passion que je qualifierais de modérée pour les fêtes de Noël, mais il se trouve que depuis 5 ans, je suis papa, et d'abord on a des principes, après on a des enfants, et il y a un tel émerveillement dans les yeux des enfants quand le Père Noël s'envole et dépose quelques cadeaux que je vais le fêter 2 fois avec ma famille et ma belle famille en faisant, contre mauvaise fortune, bon cœur, celui de mes filles. Voilà. Donc la totale, le sapin, les cadeaux, tout. Tout. On va peut-être éviter quand même la bûche, la surconsommation, la crèche et les mémoires de Laurent Wauquiez, mais sinon, oui, quelque chose de classique. Ça, c'est un programme dans certaines familles, les mémoires de Laurent Bien Wauquiez. sûr. Ou les mémoires de Nicolas Sarkozy. Eh bien, super. Alors personnellement, même quand j'ai été invitée chez ma belle famille absolument adorable l'année dernière, ça me rendait quand même trop triste. Donc j'ai choisi d'aller passer 4 jours dans un ashram à Orléans. Voilà. Alors, je vais vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, Talma Desta, toi, tu es journaliste et auteur, tu as 30 ans. Tu es spécialisée sur les sujets de transidentité, entre autres. Moi, j'adore te lire depuis fort longtemps, notamment sur Instagram, parce que tu fais un grand travail de pédagogie sur des sujets d'actualité. Et aussi, tu n'hésites pas à prendre position, à les expliquer, à envoyer éventuellement bouler certains fâcheux. C'est assez plaisant à lire. Ton premier livre s'appelle Désirer à tout prix. Il a été publié dans la collection que je dirige chez Binge Audio Édition. Et tu nous expliquais pourquoi on accordait trop de place à la sexualité. Le deuxième, absolument magnifique, s'appelle La fin des monstres, aux éditions La Déferlante, où là tu as raconté ta transition ou ta transitude, ce qui comprend des conflits avec des personnes proches et aussi beaucoup de beauté et de liens avec les autres. Naomi Titi, salut. Salut. Toi, tu es productrice chez Binge Audio, donc je vous tutoie tous parce qu'en fait vous êtes des amis, donc voilà, ce serait vraiment. J'ai essayé ce matin de m'entraîner à vous voyez, ça va vraiment être trop bizarre, donc bizarre, ouais. je ne l'ai pas fait. Donc Naomi Titi, salut.
Alors, toi, je pense que tu es l'une des personnes avec qui je passe le plus de temps, puisque tu es ma collègue à Binge Audio, tu es productrice, c'est-à-dire que tu es en charge de superviser, d'organiser, de monter, de diffuser différents podcasts, dont Les couilles sur la table et les documentaires Le cœur sur la table. Le dernier qu'on a sorti, c'est un documentaire de Lolita Rivet qui s'appelle C'est quoi l'amour, maîtresse ? Et par ailleurs, tu es passionnée par le cinéma. Tu pratiques la harpe et la danse moderne à un niveau assez intensif, plusieurs heures par semaine depuis 15 ans. On raconte tout ici, ça y est. Et tu as 24 ans. Oui, tout à fait. Ok. Vincent Hédan, salut. Salut. Alors toi, tu es journaliste et essayiste. Tu interviews des scientifiques dans un podcast passionnant intitulé Pour que nature vive avec le Muséum d'histoire naturelle. C'est vrai. Tu diriges une collection d'essais qui s'appelle Les Incisives. C'est toujours vrai. Aux éditions Rue de l'Échiquier. Les incisives comme les dents, là. En fait, quelque chose qui te sert à mordre. Donc, ce sont des textes courts, offensifs, qui sont fort bien faits parce qu'ils permettent de bien poser les termes du débat. T'en as signé un qui s'appelle Quand la charité se fout de l'hôpital. Exactement. Sur les perversions de la philanthropie. Peut-être qu'on va en reparler aussi. Et là, le tout dernier que tu as publié, qui n'est pas aux éditions de l'Échiquier, mais aux éditions de l'Atelier, c'est En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite. C'est vraiment super pratique parce qu'en fait, tu as un numéro par idée. Et donc, vraiment, on a tout. C'est le bingo des pires idées propagées par l'extrême droite avec un argumentaire pour y répondre. Oui, alors l'inconvénient, c'est que comme les idées d'extrême droite sont très répandues dans le débat, ça va sembler extrêmement familier à nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder CNews pour être accoutumé à des idées d'extrême droite. Elles se glissent parfois sur des radios ou des télés plus mainstream qu'on ne citera pas. Ou des comptes Instagram, ou des Reels. Des Reels Instagram. Alors, je sais que tu n'as pas Instagram, tu préfères un autre réseau social, LinkedIn, où tu te fais insulter toute la journée. Ou sur Facebook. Mais moi, je préfère m'engueuler sur LinkedIn, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on engueule les gens. Je pense que c'est sain. Le conflit. Éloge du conflit, Miguel Benassayag. Et donc, c'est vrai que quand je suis un peu en manque de conflit, je fais un long post sur la fraude fiscale, mais je fais bien l'intention de le faire en écriture inclusive avec que des points médians. Parce que l'écriture inclusive, ça n'est évidemment absolument pas que le point médian, tu le sais mieux que moi, mais voilà, quand c'est ça, c'est comme une espèce d'apo à troll, et donc ils débarquent en masse pour dire j'ai rien compris à la fraude fiscale, mais pourquoi l'écriture inclusive ? Et voilà. Je savais pas qu'il y avait un monde parallèle de gens qui s'engueulaient sur LinkedIn. Mais si, bien sûr. Incroyable, bien sûr. C'est effrayant. Ouais, enfin, c'est très intéressant aussi, quoi. C'est pas les mêmes gens qui fréquentent un réseau comme Facebook ou Instagram. Donc, il faut dire que tu écris beaucoup. Voilà, pardon, on ricane parce que c'est un euphémisme. Donc Vincent poste 2 à 3 fois par jour. Tu lis quand même un livre par jour, roman ou essai, mais toujours très sérieusement, et tu les chroniques sur les réseaux sociaux. Il faut partager. Et c'est toujours vachement intéressant. Enfin, souvent, quand je ne sais pas trop quoi penser d'un fait d'actu, je vais sur ce que j'appelle Vincent Hédan Magazine, donc tes pages de réseaux sociaux, et je regarde quelles sont les opinions en présence, y compris parmi celles et ceux qui commentent et qui t'engueulent. Plongeons tout de suite, pour vous aider, chers auditeurs, à prévenir les embrouilles les plus fréquentes. D'abord, dire ce qu'on appelle embrouille ou dispute dans ce contexte des fêtes de fin d'année. Est-ce que l'une d'entre vous veut raconter une dispute intéressante et comment il ou elle s'en est sorti ? Je vais plutôt parler du côté blanc de ma famille. Il y a assez peu de conflits où en général je suis pas forcément dedans parce que c'est une famille plutôt de gauche, un peu babos et tout ça. Donc finalement je leur ressemble beaucoup. Mais il y avait une dispute drôle qui est arrivée il y a je crois 2 ans avec un de mes oncles qui est très taiseux et qui est le moins de gauche de la famille, qui s'est mis à avoir un discours un peu bancal sur le wokisme, la menace wokiste et sur le fait que c'était des gens qui n'aimaient pas les blancs. Et du coup, là déjà le premier réflexe que j'ai, c'est un peu de ricaner parce que c'est vraiment le truc de base qui ressort sur les combats qui, en fait, luttent pour que des gens aient des droits, tout simplement. Ces arguments n'étaient pas très élaborés, donc c'était assez facile à désamorcer. J'ai juste dit que, en fait, c'est pas du tout une histoire d'aimer ou pas les blancs, c'était juste une histoire de rendre justice aux personnes qui ont moins de droits que les autres, tout simplement. Il n'a pas voulu aller plus loin que ça. Et après, il est retourné dans son mutisme. Donc, j'ai pas de suite à cette histoire. Mais genre, vous étiez tous à table ? Il y avait tout le monde. On était une 12-13 personnes. En plus, c'était vraiment au début de cette panique morale autour du wokisme. Et du coup, en fait, les gens autour de la table ne savaient pas trop quoi répondre, même quoi penser, je pense, autour de ce débat-là. Du coup, j'étais un peu la seule à pouvoir... Je me suis défendue 2 minutes et après, il a rien rétorqué. Donc, voilà. Oui, donc c'est resté à très basse intensité, quoi.
Ok, juste parce que peut-être c'est pas si clair pour tout le monde ces histoires de woke, de wokisme, d'où ça vient. Donc rappel express, on parle de wokisme, mais c'est pas les woke qui ont inventé ce terme-là. D'ailleurs, personne ne se revendique vraiment comme woke en réalité, enfin plus maintenant. Mais aux États-Unis, dans les mouvements antiracistes, les militants se définissaient elles et eux comme woke, c'est-à-dire éveillés aux inégalités et notamment aux discriminations raciales. Et ensuite, c'est un terme qui a été repris par une sphère assez réactionnaire en France, donc en disant qu'il y avait un groupe de woke, que c'était une idéologie, donc le wokisme, voilà. Et maintenant, on en fait des plaisanteries en fait du côté des personnes qui sont plutôt contre les discriminations et pour l'émancipation. Vincent, je te vois lever la main. Évidemment, c'est dans la version réactualisée de mon livre sur les idées fausses propagées par l'extrême droite. Ce qui est intéressant avec le wokisme et auquel Naomi a été confrontée, c'est que c'est des concepts qui sont martelés en masse. En communication politique, on parlerait de carpet bombing, on fait un tapis de bombe pour étouffer l'adversaire, qui sont évidemment importés par des médias réactionnaires. Donc c'était Murdoch aux États-Unis, chez nous c'est Bolloré. Ce que je trouve vraiment intéressant avec le wokisme, c'est que personne ne sait le définir. Mais c'est une espèce d'injure disqualifiante définitive. Comme en d'autres circonstances, on vous disqualifie en disant que vous avez des propos antisémites et le débat s'arrête là-bas. Woke, c'est pareil, mais personne ne sait le définir. Là, vous avez un certain nombre de livres qui ont paru sur la religion woke, la tyrannie woke. Et bon, j'en ai lu un ou deux par curiosité. Alors, ils ont fini chez un bouquiniste en face de chez moi à qui je les confie. Et par exemple, chez un garçon comme Jean-François Bronstein, qui est pourtant docteur en philosophie, prof à la Sorbonne, etc., vous ne trouverez jamais la même acception du terme de woke. Et les personnes qui l'utilisent toute la journée ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est fascinant. C'est comme islamo-gauchiste. Oui, c'est vrai que c'est des insultes. Et justement, d'ailleurs, c'est une technique pour esquiver l'embrouille, c'est de demander à la personne... Qu'est-ce que tu entends par là ? Exactement. Et en général, ça marche. C'est-à-dire, voilà. Ça, c'est une technique que j'adore à Noël, justement. Ah, vas-y, Tal, raconte. Littéralement, poser des questions. Parce que je trouve qu'on est rapidement pris dans un truc d'homme de paille où on essaye de justifier que notre vraie pensée, enfin ce qu'on veut dire par là, c'est ça, et parce que la personne pense en face. Donc en fait, on ne parle pas de nos arguments de fond. On est continuellement pris dans une boucle, on doit se justifier sur ce qu'on pense. Et du coup, simplement poser des questions pour faire une espèce d'effet miroir et révéler le caractère absurde des fois de la pensée de l'autre, je trouve que c'est très efficace et beaucoup moins épuisant que de devoir répondre à quelqu'un qui veut en réalité pas écouter. Qu'est-ce que c'est la technique de l'homme de paille ? Non, la technique de l'homme de paille, c'est le fait de vouloir discréditer les idées de quelqu'un en les grossissant, en les caricaturant, etc. Ce qu'on fait tout le temps contre justement les supposés woke, notamment dans les repas de famille. Et c'est hyper difficile, je trouve, d'en sortir parce que le débat, il est fait pour qu'on perde. On avance une pensée qui est tellement caricaturale qu'on passe plus de temps à prouver en quoi non, elle n'est pas caricaturale, plutôt qu'à discuter des arguments de fond. Et ça, je trouve que c'est un des gros problèmes et une des grosses sources d'épuisement pendant les repas de famille, de devoir se justifier là-dessus perpétuellement, quoi. À un moment, tu t'es dit, la technique, ça va être de poser des questions. Ouais, d'accord, donc tu penses ça, en fait ? Donc ce que tu veux dire, c'est ça ? Mais alors du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que... Et en fait, ça force la personne à beaucoup plus parler que nous, donc nous, on est quelque part un peu plus préservés. Et je trouve que ça permet, pour une fois, d'épuiser l'autre et un peu moins nous, quoi. En fait, c'est une des techniques que j'ai apprises pendant le DU là, de gestion et résolution des conflits. Bon, quand même, comme quoi, j'apprends quand même certains trucs. Non, mais c'était vachement intéressant parce qu'il nous disait quand tu es en situation de médiation, il faut surtout pas donner ton avis, donner des conseils, dire ce que tu en penses et tout ça, mais juste reformuler en fait ce que dit l'autre. Donc il y a eu une après-midi où on a dû reformuler ce que disait l'autre tout le temps. Et c'est super intéressant parce que souvent, t'arrives pas vraiment à reformuler ce qu'a dit l'autre. Ça prend beaucoup de temps, en fait, de comprendre ce que quelqu'un pense. Et voilà. Ça montre que les débats sont souvent ineptes et que c'est des dialogues de sourds. Oui, aussi. Et donc, c'est vrai que cette technique de dire « Ah oui, donc alors, ce que tu penses, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris ?» Et la personne s'énerve et dit « Non, t'as pas du tout compris, c'est tel ou tel truc. » Effectivement, c'est moins fatigant. Je pense que toutes les solutions que je vais essayer d'exprimer aujourd'hui au repas de famille, notamment Noël, ça va être sur l'angle de se fatiguer le moins possible. Ouais. Parce que vraiment, c'est pas des discussions, en fait. Oui. Donc, à partir du moment où on pose une discussion et où effectivement il y a un échange possible, là c'est autre chose. Mais il me semble que dans la plupart des cas, c'est pas ce qui se passe. C'est très rare que les gens changent d'avis, en fait. C'est vrai, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'au début, il fallait peut-être aussi parler de toutes sortes de petites techniques de base qu'on peut faire pour ne pas rentrer dans l'embrouille. Moi, j'ai listé par exemple la question de l'alcool, parce que quand je parlais de ce sujet, les gens disent il faut boire. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut boire pour oublier. Personnellement, ça ne fonctionne pas, parce que plus je bois, plus je m'énerve. Donc, c'est une mauvaise idée. Le rapport à l'alcool, ça peut jouer dans le niveau d'embrouille. Moi, je dirais comme conseil, décider à l'avance si on boit ou pas. Combien ? Bon. Je conseille les boules qui
Moi, j'ai toujours... Non, mais si, j'ai remarqué que les boules caisses, ça apporte beaucoup de calme et de sérénité aux discussions. Et du coup, tu peux quand même entendre ce que les gens te disent ou... Oui, mais de très loin. De très loin. C'est comme un mauvais rêve. Ce serait excellent que tu t'entendes pas du tout. Et juste tu acquiesces devant toute ta famille toute la soirée. Autre technique un peu radicale. Mais... Voilà. J'ai aussi testé les rappels sur le téléphone pour prendre l'air. Un peu lâche. Bon. Ouais. C'est-à-dire le soir de Noël, ah excusez-moi, j'ai un appel de Binge Audio. Qu'est-ce que c'est que cet employeur C'est vrai, un peu. Bon. Et voilà, c'est tout ce que j'ai listé. Est-ce que vous avez d'autres techniques? Les enfants en bas âge. C'est-à-dire, sorti de son contexte, Bien évidemment. Non, c'est-à-dire que quand une discussion entre adultes arrive dans une espèce d'impasse, qu'il y a une échauffourée, retrouver la magie de Noël, avec des guillemets, et retourner jouer avec des enfants, tout simplement. Parce que quand on a la chance d'en l'avoir dans sa famille, alors évidemment c'est un prérequis de base assez important, on ne peut pas en louer pour la soirée, le capitalisme a fait beaucoup de progrès mais pas ça, donc moi c'est ce que je fais, je vais faire un puzzle ou un truc comme ça, et donc ça m'évade s'il y a eu une réflexion trop compliquée avant. Mais pour revenir à la question juste sur le conflit. Oui. Est-ce que c'est grave en fait? Alors non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave et on peut en faire quelque chose. Moi il se trouve que ma belle famille adore Noël et ils adorent jouer, donc ils font des jeux de Noël et ils adorent faire des... T'adores jouer aussi, non? C'est pas... Non, bon, ça va. Parce qu'il aime pas jouer aux jeux de société. Bon, c'est pas grave. Très mauvais perdant en plus. Ouais. Ça balance. Ça balance, voilà. C'est ma fête de Noël. Non seulement ils adorent jouer, mais ça à la rigueur, pourquoi pas, mais surtout ils adorent faire des cadeaux. Or, la raison première pour laquelle je déteste Noël, c'est à cause d'un tropisme social où je trouve que voilà, il y a tellement de gens qui n'ont pas, que cette espèce d'ostentation, de surconsommation presque névrotique en fait. Il y a un chiffre qui résume la folie de l'époque. 60% des Français ont fait leurs courses de Noël pendant le Black Friday pour payer moins cher. Et dans le même temps, 40% des Français disent qu'ils vont revendre leurs cadeaux de Noël pour avoir de l'argent. Voilà, donc en fait, on organise une espèce de gigantesque casino de la surconsommation dont on ne veut même pas. Donc moi, ça me rend fou et ça fait des années que ça existe. Et donc, il y a une dizaine d'années, ma belle famille, je suis parti d'un dîner de Noël parce qu'ils allaient s'offrir des cadeaux pendant 2 heures. Et donc je suis parti dans une autre chambre, livre un lire. Voilà. J'étais allé me mettre à côté, j'avais dit, je suis désolé, mais moi, en fait, ça ne m'intéresse pas et je ne reviendrai pas. Tant que... Et donc, l'année d'après, je leur ai dit que je ne venais pas. Oh là là. Il y a eu un point de blocage et il y a eu une médiation. On a un Secret Santa et on fait un seul cadeau. Okay. Et donc, l'ouverture des cadeaux dure 10 minutes. Pas de raison de priver les enfants. Donc, les enfants font exception, mais entre adultes, il n'y a qu'un cadeau. On retourne à un truc rationnel. On arrive à se parler. On arrive à en parler, donc à dépassionner. Je leur ai expliqué pourquoi est-ce que je détestais autant ça. Et du coup, en contrepartie, signe d'apaisement, parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'accepte de jouer aux jeux de société qu'il y a après. Voilà. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Tu vois, les accords d'Oslo, quoi. Voilà. Et puis tu pointes quelque chose d'important, c'est savoir poser des limites aussi. De savoir sortir d'une discussion qu'on veut pas avoir, savoir dire là, je m'en vais parce que ça me convient pas, juste poser un cadre en fait. Exactement. Alors, c'est super dur de faire ça. Moi. Alors, non, mais justement, ce serait intéressant d'entendre ça là-dessus, parce que moi, en tant que mec cis hétéro-blanc, j'ai jamais eu ce genre de réflexion, mais des réflexions qui me touchaient directement. Mais parfois, quand j'entends des remarques qui sont trop loin de moi, je sens que je veux même pas commencer à essayer de répondre. Donc, dans ces cas-là, je lève les yeux au ciel et je m'en vais, parce que on est trop loin. Donc, je me demande comment est-ce que toi, tu fais quand il y a des choses qui t'affectent directement. C'est vrai que c'est un problème parce que quand Victoire tu posais la question d'un conflit qu'on a vécu dans notre famille, moi le seul conflit vraiment énorme, à part mon enfance traumatisante et très violente, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas à l'âge adulte, la vraie dispute que je vois c'était autour de ma transition. Donc là c'est encore autre chose parce que ça nous touche nous dans notre individualité, dans notre identité, et donc là il y a quelque chose qui se fait en dehors du terrain des idées, quoi. C'est plus du tout abstrait, c'est ma vie, quoi. Et là-dessus, pareil, le désengagement, en fait. Quand je vois qu'il n'y a pas de dialogue possible et qu'on m'écoute pas en face, je me retire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement d'énergie perdue que je vais pas chercher... Enfin, bien sûr que je pense qu'on peut mobiliser tout un tas d'arguments pour essayer de donner des informations à quelqu'un qui veut bien les recevoir, mais c'est si elle veut bien les recevoir. Et dans ces cas-là, effectivement, moi, ma stratégie, c'est aussi de renvoyer vers des sources qui ne sont pas moi, ou alors vers mon livre si je veux faire un petit placement de produit familial, mais bon, globalement, juste vers quelque chose qui nous sort de la discussion là, maintenant, tout de suite. Parce que souvent, il n'y a pas, encore une fois, de dialogue possible.
Et quand tu dis poser tes limites, c'est super important, c'est hyper difficile à le faire. Toi, t'as l'impression que t'as appris à le faire avec les années ? Ah oui, complètement. Je trouve que par exemple pour Noël, quand je le fêtais encore en famille, là c'est plus en famille choisie, donc c'est vachement plus sympa comme ambiance. Il y avait beaucoup l'idée de je cadre cet événement dans le temps. Je vais pas rester 3 semaines à Noël dans ma famille. Enfin, je veux dire, c'est pas rien que ça me met dans une tension qui est telle que en fait, oui, ça va forcément exploser pendant les repas. Donc savoir que on fait un dîner, par exemple. Et après, voilà, c'est quelques heures suspendues, et puis après on s'en va. Je trouve que ça aide à se désamorcer, puis à désamorcer les autres en face aussi. Donc limite temporelle. Limite temporelle. Limite aussi de sujet, discuter ou pas, de dire par exemple je suis pas à l'aise avec tel ou tel sujet. Dire clairement. Ouais. Dire j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Passe-moi le sel, je sais pas, juste change de sujet, mais juste se désengager de manière très très claire de la discussion. Et sans forcément d'ailleurs le dire sur un ton... Enfin, j'ai remarqué qu'en fait quand on disait ça sur un ton très calme... Oui, c'est pas forcément mal pris, quoi. Non. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi dire, on est là pour passer un bon moment en famille, je préfère savoir comment tu vas plutôt que de m'engager dans cette discussion dont on sait qu'on sera pas d'accord à la fin, quoi. Mais ça, c'est toi, Naomi. Pardon, Naomi, parce que je pourrais avoir vu Naomi œuvre dans plein de conflits différents. T'as vraiment quelque chose du Dalai Lama, en fait. Toi, tu peux tout à fait dire ce genre de choses calmement et sans t'énerver. Pourquoi ? Après, c'est pas la même chose de conseiller les gens pour comment gérer leurs conflits et faire la même chose chez soi. Je dois dire, mais en tout cas, je sais que moi, j'ai pas du tout de mal à faire semblant de pas entendre, en fait. Quand il y a des choses... Ah, carrément. Franchement, quand il y a des sujets qui viennent, où je sens vraiment le nuage noir venir, je me dis, je vais pas du tout prendre part à cette discussion parce que j'ai pas l'énergie de faire ça, ou je sais que là, ça va pas du tout être fécond et je préfère juste ne pas relever et même, en fait, faire diversion et parler d'autre chose. Et je trouve aussi que quand il y a des enfants dans la famille, c'est une bonne diversion parce que souvent, le fait qu'il y ait des enfants, ça apaise un peu le climat général parce qu'en fait, tu peux choisir de juste discuter avec l'enfant ou jouer avec lui ou elle et puis voilà, quoi. Oui, ça peut être ça, mais ça vous... Allez-y, pardon, Tal. Non, juste ce qui m'interroge, c'est que toutes nos stratégies, c'est des stratégies de dissociation un peu. C'est vraiment, je suis pas là, je change de pièce, j'arrête d'écouter. Mais non, mais tu l'as très bien dit au début, c'est les stratégies de dissociation et d'économie d'énergie. Plutôt. C'est-à-dire que... C'est écologique, quoi, quelque part. Sur une foule familiale, tout le monde ne pose pas nécessairement conflit. Moi, je pense à une personne avec qui il m'arrive souvent d'avoir effectivement une montée en tension. Je trouve qu'il y a une forme de politesse pour le reste de l'Assemblée à éviter ça. Donc, le modus operandi qu'on a trouvé, c'est nous n'avons plus de discussion. Donc, on parle comme des petits vieux. La météo. Il a fait froid. En vrai, voilà, on parle vraiment de choses complètement informelles. Ce qu'on a dans nos assiettes, le rythme de nos enfants. Ah oui. Et on évite, voilà, en fait, on sait que sur tous les sujets, on va être dans une logique agonistique ou pugilistique si on se lance. Donc, en fait, on ne le fait pas, c'est une forme de politesse pour les autres. Tu vois, on ne peut pas être la minorité qui gâche pour les autres. Donc, voilà. Mais déjà, le fait que vous arriviez à parler de ce qu'il y a dans votre assiette, c'est déjà le signe d'un niveau de conflictualité pas si haut. Parce que je me tourne vers Naomi. J'ai pas de chasseur dans ma famille. Voilà. Je me tourne vers Naomi. Oui, parce que c'est vrai que ça fait... Ce qu'il y a dans l'assiette, c'est quand même un débat pour toi. Ça fait débat. Alors, ça fait 1 an et demi que je suis végétarienne et en fait, le plus drôle, c'est le moment où tu l'annonces. C'est presque un coming out. Je me permets de dire ça parce que j'ai aussi fait d'autres formes de coming out, mais en tout cas, le coming out végétarienne, ça, c'était farfelu, quoi, pour ma famille. Du coup, il a fallu un temps d'adaptation. Et le plus drôle, c'était quand même qu'à Noël dernier, j'étais au Cameroun, chez ma famille paternelle, et là, c'était encore un autre niveau de mécompréhension. Du coup, l'avantage là-bas, c'est qu'ils veulent tout le temps que tu manges bien. Du coup, ils s'arrangent tout le temps pour te faire un truc, pour que tu aies quelque chose à manger. Mais là, j'avoue, je rentrais pas dans les débats parce que déjà, c'est pas du tout les mêmes réalités matérielles et dans leur quotidien. Mais en tout cas, avec ma famille en France ici, maintenant, je sais que je peux répondre que quand même, la viande cause 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, notamment à cause de l'élevage intensif qu'on fait pour avoir de la viande dans nos assiettes. Et du coup, moi, ça, je suis plus à l'aise avec ça, avec mes valeurs. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et aussi parce que, avec le temps, ça m'est devenu de plus en plus incongru de manger des êtres vivants morts, quoi. Donc voilà. Souvent, quand je dis ça, ça refroidit un peu les gens parce qu'on voit pas souvent les choses de cette façon-là. Donc voilà. Mais au moins, tu le dis et ça te... Et je le dis, après, de toute façon, je dis, je mange plus de viande, donc si tu veux pas faire quelque chose que je puisse manger, je viens pas. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je vais te dire, ou sinon tu me dis à l'avance pour que j'amène moi-même mon plat à manger. Après, c'est une bonne strate aussi, du coup, de ramener soi-même des plats en disant, voilà, comme ça, je fais goûter à tout le monde.
et ça vient apporter quelque chose de convivial là où les gens voient beaucoup de... je sais pas, d'individualisme ou un truc un peu autarcique dans le fait d'être végétarien. Là, ça va être la stratégie ce Noël. Pour la première fois, il y a mon amoureuse qui va venir fêter Noël avec nous, avec ma famille alsacienne. Donc, elle va venir un peu avec une offrande qui est un rôti végétarien. on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un truc qui a changé dans la grammaire, dans les invitations récentes. Maintenant, on se demande s'il y a des intolérances ou des... Tout à fait. Et vraiment, en fait, la viande, enfin, tu vois, t'as bien fait de rappeler les émissions de CO2, mais moi, quand on me saoule sur la viande, j'en mange encore un peu et trop, et pourtant je sais, mais j'arrive pas à passer le cap. L'argument pour moi qui est massif, c'est que 2/3 des terres arables en Europe sont exploitées pour élever des céréales qui vont nourrir des animaux qu'on va tuer. Donc, bon, enfin voilà, donc si on veut bien manger dans le monde, il faut arrêter de manger de la viande, c'est tout. Ou au moins diminuer, quoi. Enfin, il faut diminuer par 4. Oui, c'est ça. Mais même souvent, en fait, c'est comme s'ils prenaient personnellement le fait que moi, je ne mange pas de viande. Et c'est ça qui est assez fascinant à voir. C'est pour ça que souvent, je les rassure en disant, mais tu fais ce que tu veux, mais moi, je mange plus de viande. Et puis voilà, quoi. Enfin, on va pas en faire tout un fromage. Par ailleurs, je mange toujours du fromage, mais ça, c'est encore une autre question. Il arrive que l'embrouille se développe quand même, soit parce qu'on a un peu trop bu, soit parce qu'on s'ennuie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrouiller parce que vous ennuyez ? Moi, ça m'arrive. Je trouve que ça manque d'animation. Le repas, je m'ennuie, je ne peux pas bouger. Non mais c'est vrai, ça m'est arrivé de me retrouver dans des environnements extrêmement calmes et je ne comprends pas. Personne ne crie, c'est l'équivalent de ton point médian sur LinkedIn, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, si je mettais un peu d'animation. C'est ça, si je prononçais par exemple le nom de Darmanin et hop, ouais, voilà, d'un coup ça, voilà. Et parfois on se dispute sur des sujets très importants, parce que là on a donné des techniques d'économie d'énergie, de retrait du débat et tout ça. Bon, mais il arrive qu'on choisisse en fait de discuter. Pour moi, c'est ça, à mon avis, qui est important. C'est est-ce qu'on choisit de rentrer dans la discussion ou non. Là, on a dit tout ce qu'on pouvait faire quand on choisit de ne pas. Et parfois, on choisit d'y aller, quoi. Donc, je vous propose que là, pendant une petite quinzaine de minutes, on déroule certains des arguments qu'on peut déployer quand les discussions prennent un tour conflictuel sur certains sujets, notamment d'actualité. Je me tourne en premier vers Vincent, parce que toi, tu as carrément écrit tout un livre à ce sujet, qui s'appelle « En finir avec les idées reçues propagées par l'extrême droite ». Et donc, j'ai choisi quelques-unes des idées qu'on risque d'entendre et qui courent là, en fait, de façon assez fréquente dans les discussions, dans le débat public, dans les médias, etc. Et que tu nous dises comment est-ce qu'on peut aborder la discussion et quel type d'argument développer. Ton idée reçue 71, c'est, je cite, « Le problème, c'est pas le réchauffement climatique. Le problème, c'est le nombre de naissances en Afrique et en Asie. » Alors j'ai choisi cette idée-là parce que c'est une idée qu'on a vu l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, marteler dans ses mémoires. C'est même une de ses thèses centrales, c'est le problème, c'est le nombre de bébés que font les Asiatiques et les Africaines, en gros. Ouais, alors, je souffle. Ouais. Alors, tu as raison de souffler. Bon, c'est assez dramatique parce que c'est une idée qui est doublement fausse. Éric Zemmour l'a aussi beaucoup avancé pendant la présidentielle 2022. Bon, d'abord, c'est faux parce que tous les plus grands démographes du monde montrent que s'il y a un péril qui nous menace, c'est plutôt qu'on risque d'être une planète vide. De notre vivant, on va voir la planète se dépeupler. La Chine fait moins d'enfants. Le Brésil et le Kenya sont passés de 6 à 1,8 enfants par femme en moins de 30 ans. C'est une transition qui est inédite pour 3 raisons. D'abord, l'urbanisation. Quand on va en ville, on fait moins d'enfants. Ensuite, le niveau d'études des femmes. Dès que les femmes font des études, elles font moins d'enfants. Et enfin, les perturbateurs endocriniens qui font que les capacités reproductives des hommes, principalement, sont très sévèrement atténuées. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de péril de surpopulation. Ensuite, cet argument, il est proprement dégueulasse. Bon, c'est ce qu'on appelle du racisme écologique. On nous explique que nous, on se comporte bien parce que nous, on est en train de baisser nos émissions de CO2 en Europe. Mais vous avez vu les Africains, là, etc. Bon, c'est prendre le problème pas seulement à l'envers, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe avec le dérèglement climatique. Une molécule de CO2, qu'elle soit émise à Paris, à Shenzhen ou à Niamey, elle a le même impact pour l'ensemble de la consommation mondiale. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'humains, mais l'empreinte carbone, donc notre consommation énergétique par habitant. Or, les Africains et les gens en Asie du Sud-Est, ils ont un modèle de développement qui est parfaitement soutenable avec une trajectoire à 2 degrés, à 1,5 degré, à 1 degré, tout ce que tu veux. On a calculé que la Terre pourrait soutenir sans souci 20 milliards d'habitants qui auraient la consommation d'un pays comme le Bhoutan, par exemple. Alors que si nous avions 1 milliard d'États-Uniens, on crèverait. Enfin, ou si on avait, je sais pas moi, 500 millions de Dubaïotes,
on crèverait. C'est ça le problème. Et donc effectivement, c'est du racisme environnemental et c'est prendre le problème au mauvais endroit. Et deuxièmement, effectivement, quand ils disent nous en France, on a fait des gros efforts et on est propre. C'est faux parce qu'on est propre sur ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire nos émissions chez nous, mais évidemment, il y a toutes les émissions importées et on est propre parce que notre électroménager et nos vêtements ne sont pas produits en France et on oublie de dire que voilà. Les émissions importées, juste pour préciser ce que c'est le fait qu'en fait, comme toute la production industrielle, même de tous les objets qu'on utilise, électroménagers, les vêtements, etc., en fait, ça n'est plus produit en France ni même en Europe. C'est produit en général en Chine. Et ça, c'est très producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on le prend pas en compte, en fait, quand on calcule nos propres émissions, c'est ça ? Oui, donc nous, on a l'impression d'être vertueux et propre, mais on est toujours aussi sale, et on est même encore plus sale qu'avant, parce qu'on est suréquipé, on a trop de téléphones, on a trop de voitures, je veux dire... Trop de vêtements. Trop de vêtements, et on se fait cette espèce de mythe de nous, on est en train de devenir propre. Vous savez, il y a des trucs partout, des pubs, zéro carbone. La Tesla serait une voiture propre. Je vois pas en quoi le fait d'avoir 2 tonnes de métaux rares et lourds avec une batterie de 500 kilos, c'est quelque chose de propre. Oui, il y aura pas de pétrole dedans à l'intérieur, mais c'est une catastrophe. Et toutes ces terres, elles ont été extraites des sous-sols africains où elles laissent une pollution indélébile pour les cours d'eau. Donc non, enfin voilà, cette idée, elle est évidemment fausse, elle est raciste et elle est très dangereuse. Ça montre bien que la nouvelle extrême droite ne comprend pas ce qui se passe avec le dérèglement climatique ou feint de ne pas le comprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est tous les mêmes. Trump, Bolsonaro, Milei la semaine dernière qui a été élu en Argentine. Le nouveau président argentin, ouais. Voilà, ils expliquent qu'effectivement le dérèglement climatique, c'est un truc qui nous est importé par les Chinois, etc. Mais c'est faux. Deuxième idée fausse au cas où on s'embrouille quand même. Tal, je me tourne vers toi. On voit ces dernières années vraiment une panique morale autour des personnes trans et de la transidentité, donc avec des clichés qu'on voit se propager. Alors on en a traité quelques-uns dans l'émission. Je pense il y a une émission de guide de survie à l'été où on traite un certain nombre de ces questions-là. Chez Binge Audio, il y a plein de programmes aussi qui s'en occupent. C'est disponible sur Internet. Mais là, en lisant tes derniers travaux, j'ai vu que tu faisais remarquer que c'est dans le domaine du sport, notamment, que ça a l'air de se répandre. Et c'est vrai que comme la France va accueillir les Jeux Olympiques, donc on va voir de plus en plus de polémiques autour de la place des personnes trans dans le sport. Est-ce que tu peux nous faire le point sur les idées reçues les plus courantes qu'on risque d'entendre, peut-être dans les fêtes de famille et au-delà ? Ouais, c'est vrai que pour replacer ça dans le contexte anti-transgénéral, c'est les 3 plus grands arguments qu'on voit toujours défiler, c'est la question des personnes trans et du sport, la question des détransitions, avec le futur scandale sanitaire majeur à venir, avec cette vague de personnes qui vont finir par détransitionner parce qu'elles étaient juste poussées initialement par les réseaux sociaux. Par une propagande. Par le lobby LGBT, voilà. Comme les woke, le référent vide du lobby de, je sais pas, où sont-ils, qui sont-ils, personne ne sait, Et la question des mineurs trans, évidemment, parce que il faut protéger les enfants et la famille, c'est très important. Et sur la question des personnes trans et du sport, ça a commencé en fait avec Lia Thomas, donc nageuse trans qui a été la première à gagner un titre universitaire aux États-Unis. Et ça a fait un tel tollé que la fédération de natation a décidé d'interdire aux femmes trans de concourir dans la catégorie femmes, alors qu'on parle de la première femme trans qui gagne un titre. Enfin, pas la millième, la première, et un titre universitaire. Enfin, elle n'a pas gagné les JO, Donc, ça part vraiment de micro-polémiques comme ça. Pareil, la première femme trans qui a été qualifiée pour les Jeux Olympiques, c'était Laurel Hubbard en 2021. Elle est haltérophile. Et pareil, tout le monde se disait, mais c'est injuste, les avantages des femmes trans sur les femmes cis vont les amener à gagner toutes les compétitions, etc. C'est la seule de la compétition qui n'a même pas réussi à soulever une barre. Donc à chaque fois, c'est des choses complètement montées en épingle comme ça, alors que le consensus scientifique, il est très clair sur le fait qu'on n'a pas réussi à prouver que les femmes trans auraient un avantage compétitif sur les femmes cis, plus qu'il n'existe déjà d'avantage compétitif entre les femmes cis en tant que groupe social, selon la qualité de leur entraînement, la qualité de leur sommeil, la qualité de leur musculature, de leur ossature. Enfin, en fait, c'est tellement compliqué. En fait, c'est impossible d'avoir des catégories qui soient égales, où tout le monde serait parfaitement au même endroit et au même niveau, et personne n'a d'avantage sur une autre personne. C'est complètement impossible. Et là, je ne parle même pas des femmes trans, je parle au sein même des groupes de personnes cis qui sont dans des compétitions, Donc c'est encore une fois remettre sur les épaules des femmes trans un peu tous les malheurs du monde,
enfin je veux dire 90% des argumentaires anti-trans, c'est ça. Elles sont responsables d'absolument tout. Donc je pense que ce qui aide, oui, c'est de renvoyer à la littérature scientifique qui est très claire sur le sujet, à tel point que même les JO ont décidé de suspendre leur politique qui visait à vérifier les taux de testostérone, etc. Chez les femmes trans, et plutôt en laissant le choix aux fédérations de décider ce qu'elles voulaient faire des femmes trans. Ce qui a été en fait une très mauvaise idée, puisque la plupart des fédérations, enfin bon, en série, le rugby, l'athlétisme, la natation, ont décidé du coup de les expulser. Ah bon ? Ah oui, aujourd'hui, il y a très très peu de sports où les femmes trans peuvent concourir à des niveaux olympiques. Donc non, c'est très compliqué. En ce moment, là, il y a par exemple en France Alba Diouf, qui est une athlète, une sprinteuse trans, qui a été jetée, pareil, de la fédération d'athlétisme en France, qui peut plus concourir, qui se bat contre la fédération depuis des mois pour pouvoir pratiquer son sport. Donc non, c'est vraiment compliqué. Et sur ce point-là, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien renvoyer à des sources pour pas trop se fatiguer. Et il y a un super livre qui s'appelle « Catégorie d'âme » d'Anaïs Boyon, et qui parle de comment on a essayé de faire de la division sexuelle dans les compétitions sportives, donc comment sont nées les catégories femmes et les catégories hommes. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement impossible d'établir une définition biologique de ce que c'est le féminin ou le masculin dans le cadre des compétitions sportives, et qu'à chaque fois, en fait, on se retrouve, dès qu'on pose une définition biologique, à expulser, et je parle même pas des femmes trans à ce moment-là, mais d'expulser aussi un nombre incalculable de femmes cis. Donc je pense par exemple à toutes les sportives qui étaient cis et qui avaient des taux de testostérone trop élevés, qui du coup ont été éjectées des compétitions, donc comme Caster Semenya par exemple. En athlétisme. En athlétisme. Donc ouais, c'est très compliqué comme sujet, et puis surtout je trouve ça compliqué d'y répondre immédiatement, parce que comme beaucoup d'arguments anti-trans, ils reposent sur une soi-disant c'est la raison, quoi, c'est la preuve biologique. Bah oui, sur des choses qui nous paraissent mais absolument incontestables, quoi. Les corps d'hommes sont différents des corps de femmes, les hommes sont plus forts. Mais du coup, c'est bien ça le problème. Les gens ne connaissent pas ce que c'est la transition, parce qu'une femme trans n'a pas un corps d'homme. C'est le principe de la transition, c'est que les taux hormonaux changent, la musculature change, le placement des masses graisseuses change, enfin tout change en fait avec une transition médicale. Donc on peut pas associer un corps de femme trans à un corps d'homme cis, ça n'a aucun sens. Et étrangement, ce débat se pose beaucoup moins pour les hommes trans. Moi, je peux vous dire, je vais à Basic Fit 4 fois par semaine. Depuis que je prends ma testo, c'est vachement plus efficace. Ah, c'est vrai ? Ah, mais rien à voir. Enfin, là, vous pouvez pas voir, mais... Genre, t'as pris du muscle de ouf, quoi. Mais je prends trop vite. C'est sidérant. Alors qu'avant, vraiment, je faisais des pompes tout le temps, des trucs et tout. Vraiment. Je me vois le matin, j'ai du mal à lever le bras et tout. Je mets 4 heures à sortir du lit. Non. Alors qu'avant, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et avant, c'était pas du tout la même chose. Mais bizarrement, voilà, les hommes trans, on les entend beaucoup moins dans ces débats. Mais parce qu'il y a des hommes trans qui sont athlètes dans les compétitions, dans les catégories hommes. Du coup, il me semble pas aujourd'hui, parce que y avait jusque-là cette demande de contrôle de la testostérone. Et pour le coup, la testostérone est considérée comme un produit dopant. Donc c'est bien pour ça que je dis que ça change l'expérience de Basic Fit, par exemple. mais du coup, non, ça pose un problème en tant que traitement qui est potentiellement considéré comme dopant dans les règlements sportifs. Je pense que ta salle de sport va t'offrir un mois d'abonnement gratuit pour avoir cité 2 fois leur nom. Non, mais j'espère bien. Non, mais c'est assez fou ce que raconte Tal sur la puissance du stéréotype, parce qu'en fait, depuis les années 70, qui est quand même une époque où on parlait moins, a priori, de transition, tout le mythe des nageuses est-allemandes, on renvoyait au fait qu'elles n'étaient pas des nageuses et qu'on demandait à aller vérifier ce qui se passait sous leur maillot de bain pour expliquer leur performance. Le problème que ça pose, ces catégories rigides du féminin et du masculin, c'est que ça exclut les personnes intersexes. Et en l'occurrence, il y a plein de femmes cis qui ont des taux de testostérone plus élevés, et du coup, elles sont de fait éjectées des compétitions si le critère qu'on retient, ça va être le taux de testostérone dans le sang, par exemple. Donc non, mais il y a eu plein de paniques morales comme ça. Je pense à un moment qui était hilarant, enfin pas tant hilarant, mais quand même, où on voyait toutes les militantes anti-trans publier sur Twitter une photo d'une nageuse qui a du coup les épaules très larges et carrées, parce que elle est nageuse, elle nage, littéralement, oui, c'est son métier. Et elles ont commencé à faire un tollé en disant mais regardez la carrure des femmes trans, ça se voit que c'est des corps d'hommes, et en fait c'était une nageuse cis. Et ouais, et hop. Donc mais voilà, mais c'est pas, je veux dire. Thibaut Inchep, là, je me rappelle de cet influenceur très très suivi sur les réseaux sociaux il y a 1 an maintenant, qui avait dit qu'on devrait interdire aux femmes trans de concourir à des sports de combat.
parce que bien sûr que les femmes cis en face avaient aucune chance. Et ils montraient ça une vidéo et tout. Et vraiment... Thibaut Inchep pense que les personnes en situation d'obésité manquent de volonté, pense que les personnes homosexuelles ont des problèmes mentaux. Thibaut Inchep, il y a une excellente vidéo dans Backseat de 12 minutes sur l'ensemble de son œuvre. Thibaut Inchep mériterait d'être l'idée 72 de mon livre, je l'ai découvert un peu sur le tard, mais Thibaut Inchep a des gros problèmes. Oui, mais il est très très suivi. Oui. Et donc je pense à vous, chers auditeurs, qu'il y avait certainement des personnes dans votre entourage qui regardent des vidéos de Thibaut Inchep ou qui regardent plus généralement des tas de vidéos fitness et musculation et souvent qui flirtent avec le masculinisme, voire qui sont carrément dedans. Et donc ça aussi, si on avait le temps, on développerait des tas d'arguments pour y répondre. Parce que j'essaie de me tenir au courant, mais j'avoue que je suis sidérée par l'ampleur que ça prend. C'est-à-dire que dans les podcasts les plus écoutés actuellement, il y a des podcasts de personnes notoirement masculinistes, misogynes, voire néofascistes. Hein. Je pense à Julien Rochdy, à comment il s'appelle là, le Raptor, là, voilà, c'est dans Raptor dissident. Raptor dissident. Raptor dissident. Papacito, bien sûr. Moi, j'essaye, quand je suis en voiture avec mon amoureux, on écoute les 10 premiers épisodes dans le top de Spotify. Et donc, ça en fait partie. Donc, on écoutait ça l'autre jour. Ce qui m'a bien servi lorsque j'ai fait mon stage de survie il y a quelques semaines, car j'ai été faire un stage de survie. Mais un truc en mode tu te roules dans la boue et puis tu sautes sur des rondins de bois. C'est comme ça que j'imagine. C'est un truc un peu bootcamp et tout. Non, mais en vrai, c'est hyper utile. Franchement, j'ai adoré faire ça. C'était super intéressant. T'apprends à faire du feu sous la pluie. T'apprends en fait à comment réagir en situation de survie. Imaginons par exemple que tu sois parti faire une randonnée une journée, quelqu'un se blesse dans ton groupe, les secours peuvent pas arriver, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, moi je trouve ça super intéressant, ça t'engage en fait à réfléchir à la façon dont tu te prépares, aux problèmes à anticiper les problèmes qui pourraient arriver pour que ça ne devienne pas des gros problèmes. Donc typiquement, je sais pas, des trucs qui paraissent évidents, hein, mais prendre de l'eau, suffisamment d'eau avec soi. Moi j'ai appris à comment trouver de l'eau, comment la rendre potable, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai que lors de la nuit de survie, que nous passions, parce que donc le scénario c'était qu'on avait pris un sac à dos, qu'on partait pour la journée en randonnée, qu'on était bloqué et qu'on devait passer la nuit sur place. Donc la question c'était qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac à dos et comment faire pour construire un abri et faire du feu. Donc j'étais dans une équipe avec un gars. En plus, j'avoue que j'ai un peu insisté pour être dans son équipe parce qu'il était vraiment très doué avec son couteau, sa hache, il savait faire plein de trucs et tout. Mais ça sent mauvais là. En même temps, c'était vraiment intéressant parce que une autre bulle que la nôtre, une autre bulle que la mienne, et donc... Là, si on comprend bien, du coup, c'est la bulle survivaliste, qui est quand même pas la plus facile alors des bulles. C'était pas vraiment survivaliste, en l'occurrence, lui, il regardait beaucoup de Reels sur Instagram, du coup, c'est super, il continue de m'en envoyer, là, après le séjour, il m'envoie tous les Reels masculinistes possibles, imaginables, comme ça, je suis bien au courant, avec des discours vraiment lunaires, donc il m'a expliqué, par exemple, longuement pourquoi les femmes qui n'avaient pas d'enfants, c'était comme... parce qu'il s'occupe beaucoup de vaches, donc il voit bien que les vaches qui n'ont pas de veau, elles sont malheureuses. Donc les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est un peu la même chose. Donc j'ai vraiment passé une nuit de comparer les femmes à des vaches. Exceptionnelle. Vraiment, c'était... Non mais je rigole, mais pas du tout, parce qu'on a discuté de bonne foi. Et j'imagine que tu n'as pas expliqué ton podcast, ton angle dans ton podcast. Si. Ah, tu l'as fait justement. D'accord. Et d'ailleurs, au tout début, il y en a un qui m'a dit « Ah, la masculinité, j'adore, mais du coup, tu dois bien connaître Papacito, Julien Rochdy et tout ça. » J'étais là. Pas dans le sens que tu crois. Alors, j'étais là, oui. Si, c'est des objets d'étude. Voilà, j'ai dit oui. Je dis « Mais pourquoi toi, tu aimes bien ?» Il dit « Ah, moi, j'adore, je suis tout ce qu'ils font et tout. » Et donc, je me suis dit « Ouh là là, bon, voilà. » Mais c'était quand même très intéressant. Mais j'avoue que j'étais désarçonnée, et c'est pour ça que c'était intéressant, voilà, parce que j'étais désarçonnée face à certains des arguments. Par exemple, les vaches, j'avais pas vu venir, tu vois. C'est ça qui est le plus dur à déficeler comme argumentaire, parce qu'en fait, il y a des choses dans n'importe quel sujet où c'est des arguments qui viennent tellement de sphères autres que t'as même pas eu la moindre possibilité de penser que ça pouvait exister comme argumentaire, et du coup, sur le coup, tu sais pas quoi répondre, et c'est que après cette discussion, 2 jours après, que tu te dis, en fait, j'aurais pu dire ça ou ça. C'est pour ça que je me replie sur la technique de Tal, que tu avais expliqué il y a déjà 1 ou 2 ans, je pense, sur tes réseaux, je me rappelle toi de juste poser des questions. Je me souviens que tu avais donné ce conseil-là parce qu'il y avait une photo de toi avec la main, avec le menton sur la main comme ça, et l'air mi-désintéressé, mi-fasciné.
avec la légende, c'était genre, voilà, moi quand j'écoute les arguments complètement lunaires de la partie d'en face, quoi. Et de juste... Tu te souviens mieux de mes stories? Voilà, bah moi je sais un de ça, je t'ai dit, ah ouais, c'est vrai que c'était vraiment une bonne technique. On va faire encore une petite idée reçue de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut juste dire que sur les masculinismes, et j'imagine qu'il a souvent été cité dans ce podcast, mais il faut à tout prix lire Alpha Male de Mélanie Gourarier, parce que... Mais oui, c'est même la toute première invitée des Couilles sur la table. Ouais, mais parce que je me souviens de l'avoir interviewée pour une revue il y a des années. Effectivement, elle m'avait expliqué, parce que c'est quand même un point de départ des embrouilles, c'est qu'en fait, on est face à quelqu'un, tout à l'heure, Tal parlait de monde parallèle. Ouais. Bah, les masculinistes, eux, ils disent, moi, je veux l'égalité, c'est-à-dire la fin de la ginarchie. Donc là, voilà. Et oui, donc de la domination du monde par les femmes. Voilà. Oui. Et ils prennent toujours cet exemple qui était, par exemple, on est toujours obligé de payer le resto. Et Mélanie Gourarier m'expliquait qu'effectivement, quand elle avait fait ça, donc Alpha Male, c'est sa thèse, et elle avait été obligée de payer les restos aux mecs pour rétablir une forme d'égalité, et qu'après elle rentrait, elle disait mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'étonne pas d'elle. Oui, ça c'est très bon. Bah, de toute façon, il y a plein de ressources qu'on va mettre en commentaire, mais qui, voilà, spécifiquement sur cette sphère masculiniste. Mais peut-être la bonne idée, c'est de ne pas chercher à contre-argumenter. Encore une idée reçue. Alors, donc il y en a plein hein, dans le... Il y en a 71. Voilà, dans le livre En finir avec les idées reçues. Écoute, il y en a une qui, à mon avis, va être assez populaire cette année, quoique... Ça dépend avec qui on traîne. Bon, c'est les nations ont besoin de dirigeants forts, comme Vladimir Poutine. Alors, Poutine a un tout petit peu moins la cote depuis 2022, mais c'est vrai que Le Pen, Marine, comme c'est une dynastie, on les confond un peu, mais elle avait dit une fois, je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine, il commet des erreurs, mais qui n'en commet pas? Et en fait, bon, c'est une idée qui est très répandue, qui va au-delà de Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy avait estimé que si la Chine avait une grande stabilité, c'est parce qu'ils n'étaient pas soumis à tout ce truc des élections. Et chez nous, Emmanuel Macron, depuis qu'il comprend qu'il ne va pas pouvoir se représenter, il avait dit c'est une vraie connerie. Il l'a dit lors des dernières rencontres de Saint-Denis, il a dit c'est une vraie connerie, parce qu'au fond, je devrais pouvoir être jugé sur mon bilan. Et oui, c'est une vraie connerie que la Constitution limite à deux les mandats présidentiels. Voilà, il nous empêche de faire un troisième mandat. Ça, c'est assez cauchemar. Bah, ça, bon, il y a évidemment des tonnes d'arguments moraux à convoquer. Ça paraît être la base. Je veux dire, en général, les dirigeants autoritaires mènent des politiques absolument épouvantables. D'abord contre les femmes, ensuite contre les minorités qu'elles soient ethniques, sexuelles ou religieuses de leur pays. Bon, ça, c'est tellement évident que je reviens même pas dessus. Mais souvent, en plus, ce sont des dirigeants assez nuls, quoi, parce qu'en fait, ils sont pas formés à l'exercice du pouvoir, à la gestion de la cité. On n'a pas une idée grandiose qui soit sortie d'un dirigeant autoritaire. Il n'y a pas l'équivalent de la sécurité sociale, des retraites. Je veux dire, en ce moment, en Russie, s'il y avait des élections non biaisées, Poutine serait sorti, parce que les gens ont faim, les gens vont pas à l'école, les gens meurent plus tôt, etc. Donc en fait, c'est une idée qui est complètement fausse. Mais quand même, il faut voir qu'aujourd'hui, ça reprend du terrain, notamment malheureusement dans les jeunes générations, parce que la démocratie libérale de marché a parfois été trop faible et a montré beaucoup de limites. Donc on se dit pourquoi pas un régime autoritaire ? Pourquoi pas une bonne dictature verte ? Et en fait, parce que ça marche pas et il n'y a rien qui marche mieux que la démocratie. On l'a beaucoup abîmé, par exemple, avec une expérience comme la Convention citoyenne pour le climat. Mais la Convention citoyenne pour le climat, ce que ça montre, c'est que quand on met 400 personnes dans une salle, aux opinions très différentes. Et donc, il y avait beaucoup de gens de droite dans la Convention, mais qu'on leur donne à expliquer, à entendre les faits, les scientifiques, longtemps, calmement. Ils arrivent avec des décisions qui sont plus radicales que ce que nos propres dirigeants démocratiquement élus sont prêts à proposer. Eux, ils avaient proposé la fin de la 5G, 100 km/h sur les autoroutes, la fin des SUV, etc. C'est Macron qui l'a vidé de sa substance. Mais il faut faire confiance à la capacité des peuples à s'auto-réguler. En revanche, ni Dieu, ni Sauveur suprême, ni etc. Rappelons juste la Convention citoyenne, donc c'était ce groupe créé en 2019. Suite aux révoltes des Gilets jaunes, lors des états généraux qu'on avait suivis, il y avait eu des doléances et il y avait un certain nombre de militantes, dont Cyril Dion de mémoire. Enfin, c'est le plus télégénique parce que ça avait donné ce documentaire sur Arte qu'on peut aller voir sur la manière dont ça a marché. Donc ils avaient été tirés au sort, ils ont rencontré des scientifiques pendant 6 mois et ils avaient élaboré un plan de route pour décarboner la France et l'adapter au dérèglement climatique. Et Macron n'a retenu que les décisions symboliques et il en a écarté celles qui étaient vraiment impactantes. Mais c'est assez triste
parce que de ce point de vue-là, il a à nouveau sapé l'idéal démocratique, alors qu'en réalité, les décisions vraiment collégiales, en général, elles permettent d'avancer. Très bien. Il y avait toute une partie de la discussion qui allait être comment esquiver les éventuelles disputes et voire même retrouver de la bonne humeur et de la joie de vivre lors de ces fêtes de famille. Bon, déjà, on peut choisir de les passer avec sa famille choisie, tu disais, Tal. Oui, moi c'est ma solution. Après, j'ai conscience qu'elle ne convient pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai acté dans ma famille de manière claire et exprimée comme telle que les repas de famille, surtout à Noël où il y a une espèce de charge symbolique énorme, en fait ça nous faisait du mal, qu'on s'engueulait, que je ne voulais pas les faire et que c'était pas grave, qu'on allait se voir à un autre moment de l'année et que ce serait très bien. Et depuis que, ma mère essaye quand même tous les ans, mais je pense qu'au bout d'un moment elle va finir par comprendre. Donc ouais, c'est ma stratégie à moi et du coup effectivement j'arrive à remettre un peu de joie à l'endroit de Noël parce qu'avant c'était simplement un moment de l'année hyper déprimant, hyper stressant, enfin ça m'était pas bien du tout, mais comme plein de personnes en fait. Donc mais là, sur l'idée de famille choisie, c'est-à-dire qu'en fait, tu réunis des amis. Ouais, on fait un grand repas avec des potes, quoi. Ok, ouais, et donc en fait, on marque quand même quelque chose. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et comment on fait pour passer des bons moments lors de ces moments collectifs? Alors, chers auditeurs, on vous a fait des petites listes où on voudrait vous recommander des œuvres d'art, peut-être même des blagues, des jeux ou des activités, des chansons. Enfin bon, on va passer ça un peu en revue. Qui veut recommander une œuvre d'art, une chanson, un livre, quelque chose, pour passer le temps ou passer un bon moment lors de ces fêtes de fin d'année? Pour revenir sur le sujet du Noël passé en famille choisie, je pense à une série qui est vraiment pas mal à regarder en famille choisie, notamment je pense aux personnes LGBT. C'est une série qui s'appelle Split d'Iris Bray, qui est en 5 épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde assez vite. C'est une très belle série sur un couple lesbien qui se forme avec une cascadeuse qui tombe amoureuse de l'actrice qu'elle double. C'est une série qui m'a beaucoup touchée, qui est, je trouve, très joyeuse à regarder. Donc en famille choisie, entre amis, je dirais, parce que il y a pas mal de scènes de sexe et je pense que c'est pas le truc le plus qui m'est très à l'aise à regarder avec ses parents. C'est pas le film de Noël. Non, c'est pas mais ça. Voilà, en tout cas pour les familles choisies. Et sinon, je pense à autre chose à aller voir cette fois-ci au cinéma, parce que moi je sais que la journée du 24 avant le réveillon, on va souvent au cinéma avec ma famille et là j'ai vu qu'il allait ressortir en version restaurée 4 films de Wong Kar-wai, qui est un cinéaste hongkongais qui fait des films magnifiques. Son plus connu c'est In the Mood for Love, que vous avez déjà sans doute au moins entendu parler. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un très très beau film, c'est un de mes films préférés. Et du coup là, il y en a 4 qui ressortent en version restaurée au cinéma. C'est Chungking Express, Les Anges Déçus, Happy Together et The Hand. Moi j'ai vu que Chungking Express sur les 4 pour l'instant. Mais tu peux y aller avec des enfants et tout? Non. Peut-être pas des enfants, mais en tout cas, des ados, oui, très facilement. Attends, c'est pas des trucs qui durent 2 heures? Non, je dis ça parce que moi, j'arrive pas à tenir en place. Ah, ok, d'accord. Pas forcément. En plus, Chungking Express, c'est un film qui va assez vite en termes de rythme parce qu'il y a un peu 2 parties dans 2 réalités différentes. Du coup, c'est un très beau film à aller voir et je trouve que c'est un film qui est à la fois très artistique et très cinématographique, mais qui n'est pas non plus impossible à comprendre pour des gens qui ne vont pas forcément au cinéma tout le temps ou relou. Donc voilà, vu que c'est vraiment une très belle cinématographie à découvrir et ça ressort, ce sera le lendemain de la sortie de l'épisode, du coup allez voir ça avec vos proches, c'est de très beaux films. Ok, donc recommandé d'aller au cinéma. D'accord, ok. Tal. Alors moi, jeu, blague, ce que tu veux. Ouais, je suis en train de lire un livre en ce moment, mais alors du coup je sais pas s'il est très Noël friendly. C'est Israël-Palestine, la solution 2.1 État de Ghada Karmi, qui a été traduit aux éditions La Fabrique. Et moi, juste, ça m'aide à un moment où on est complètement saturé d'informations, d'avoir des essais qui envisagent des solutions, en fait. Donc, c'est pas forcément le livre qui va rassembler au repas de famille, mais ça fait partie des écrits ou des initiatives qui, moi, m'aident à passer cette période en tant que personne juive aussi. Et typiquement, je pense aussi à toute la mobilisation qu'il y a. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut offrir, mais on peut en parler, quoi. La mobilisation de Jewish Voice for Peace aux États-Unis, qui est du coup un groupe de juifs qui s'opposent à la colonisation de la Palestine et qui milite pour un cessez-le-feu total et immédiat. C'est vraiment ça qui tient ma santé mentale en ce moment, c'est les initiatives juives décoloniales aux États-Unis. D'autant plus dans un contexte où en France, la parole juive décoloniale, ou en tout cas critique du sionisme, elle est très peu audible. De voir cet investissement massif de la lutte pour la libération de la Palestine, moi ça me donne tellement d'espoir. Donc je trouve ça très compliqué d'avoir aujourd'hui un propos qui soit juif décolonial. On se sent très seul et je pense que c'est vraiment les 2 endroits en ce moment qui me font du bien, enfin notamment dans ma judéité, l'endroit où ces initiatives-là existent et où des livres sont écrits pour ouvrir des perspectives. Merci. Vincent,
Moi, je pense que je profite de Noël pour faire de la transmission de connaissances aux personnes qui sont un tout petit peu fragiles sur les sujets de féminisme. Je vais offrir un livre qui m'a été offert à mon anniversaire, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Ils abusent grave » de Erel Anna et Fred Cham. Ça m'a été offert par une amie très chère. Et effectivement, c'est très efficace pour déconstruire. Non, on ricane parce que je n'ai pas arrêté de parler de cette BD et j'en ai offert au moins 15 exemplaires et à chaque fois ça marche de ouf. C'est une excellente idée. Et j'offrirai aussi Mythes et Meufs de Blanche Sabat. Ouais, c'est super bien, c'est vrai. Parce que Noël s'y prête très bien parce que ça renvoie à... Enfin, c'est l'époque où on ressort tous les Disney, Blanche-Neige, etc., etc. Et ça permet de les regarder sous un autre angle. Et maintenant que moi, j'ai des enfants... Alors évidemment, puisque Nao avait tout à l'heure parlé des woke, les woke, enfin dans l'idée des conservateurs, nous on serait pour la cancel culture, on voudrait annuler des œuvres précédentes et ça n'est absolument pas vrai. Donc on les regarde, on les consomme, mais on apporte un regard critique. Et donc effectivement, il se trouve que ma fille est fan de peau d'âne. Et alors quand même, on en discute, tu vois, parce que cette histoire de papa qui veut épouser sa fille, c'est pas terrible. Donc voilà, comme ça, il y a une mise à distance entre la fiction et la réalité. Parfois, les livres sont chers, donc il faut profiter de Noël pour aller en offrir, pour en offrir et offrir plein de poches. Et donc comme Tal parlait de la judéité, il y a un livre qui arrive à réconcilier absolument tout le monde. J'ai vu qu'il est sorti en poche. C'est Parfois la vie n'est pas sûre de Robert Bobert. Voilà. Ça vient de paraître en poche. C'est merveilleux. C'est une grande promesse, ça, capable de réconcilier tout le monde. Clair. Le moment politique. Oui, non, vu le sujet, là, c'est compliqué, mais oui, non, je te jure vraiment. Tu voulais dire un truc, Nao ? Oui, j'ai pensé aussi à un jeu à faire cette fois-ci, vraiment avec toutes sortes d'âges, la famille choisie, la famille de sang. Ça s'appelle Undercover. C'est un jeu auquel je joue à chaque fois avec mes frères et sœurs quand on se voit et qu'on fait des dîners. Tout le monde doit... on a un mot à retenir. Et dans l'assemblée, il y a une ou deux personnes qui ont un mot légèrement différent de celui des autres. Et en fait, il faut tourner chacun son tour et dire un mot qui s'approche du mot qu'on a pour essayer de un peu faire deviner ce que c'est. Et avec cette... Victoire est intriguée. Est-ce que le mot peut être woke, par exemple ? Et avec ce tour de table, on devine qui est undercover, donc qui a le mot légèrement différent. Par exemple, il peut y avoir soit Astérix, soit Disneyland. Et du coup, à force de faire le tour de table sur le mot qui se rapproche du mot qu'on a, on devine les gens qui ont l'air un peu à côté de la plaque. Et du coup, tu décides d'éliminer qui est undercover. C'est quand même un jeu où il faut éliminer quelqu'un, c'est bien ça. C'est vraiment la paix dans les familles. Okay. Et du coup, c'est très drôle parce que surtout avec des enfants qui pousse apprennent à parler. Voilà, qui apprennent à parler ou qui sont en train d'apprendre à ouvrir leur vocabulaire et tout. Bon, souvent, les enfants de 7-8 ans, ils sont accompagnés de quelqu'un, mais franchement, ma nièce de 7 ans, elle commence à devenir hyper forte. C'est vraiment un super jeu à jouer. Undercover. Super. Eh bien, merci les amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce guide de survie aux fêtes de famille, aux fêtes de fin d'année. Et passer de bonnes fêtes malgré tout. Merci à mes camarades Naomi Titi, Tal Madesta, Vincent Hédin. Vous pouvez suivre Tal Madesta sur Instagram et Vincent Hédin sur Facebook et LinkedIn. Moi, je vous recommande aussi de lire leurs livres et de les offrir, succès garanti. Je vous conseille aussi le premier guide de survie aux fêtes de famille, un épisode qu'on avait enregistré il y a 4 ans déjà avec Rokhaya Diallo, Grace Lee et Camille Regache. Il y a encore d'autres conseils qu'on donne dedans, très utiles. Toutes les références citées pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Binge Audio, c'est le média qui produit Les Couilles sur la table depuis plus de 6 ans maintenant. Pour nous soutenir et vous épargner la pub, vous pouvez vous abonner pour 2,99€ par mois sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit, monté, édité par l'indispensable Naomi Titi et réalisé par Quentin Bresson avec l'aide de Paul Berthiaud. À la com et au marketing, c'est toujours Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Vous savez, je continue à lire tous les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à l'adresse mail de l'émission, lescouillessurlatable, @binge.audio. Merci pour votre écoute, chers auditeurs, et bonne fête de fin d'année.